Dans Soir d'info qui reçoit tout de suite Monsieur Oumar Bababa. Il est ingénieur électrotechnicien spécialisé en télécommunications, énergie et systèmes ferroviaires. Notre invité est également directeur général du cabinet d'ingénierie Access Technology. Par ailleurs, maire de Guédé Village, c'est donc à Podor. Bonsoir Monsieur Ba. Bonsoir Madame Cissé. Merci d'être des nôtres. Merci aussi. Alors, on va démarrer cette interview avec l'actualité. On va commencer par le transport et notamment le transport urbain, même si on sait que vous êtes un spécialiste du transport ferroviaire. On peut affirmer aisément aujourd'hui avec l'arrivée du bus rapide transit pour suppléer les autres moyens de circulation que notre capitale, Dakar, et même sa banlieue sont bien desservis. Comment avez-vous accueilli cette mise en service du BRT ? C'est une bonne chose, c'est un projet de transport urbain de masse très structurant qui complète aussi ce qu'on a sur le TR, le train express régional. Donc c'est salutaire. Bon, même s'il faut avouer qu'il y a quelques stations qui ne sont pas encore prêtes et que certains feux que j'ai découverts hier qui ne sont pas encore opérationnels. Mais le projet en soi est une bonne chose pour Dakar. Alors, je disais à l'entame de cette interview, vous êtes un spécialiste du rail. Votre société a joué un rôle important dans la conception et la réalisation de la ligne de train express régionale qui doit relier Dakar à l'aéroport, l'AIBD, via la nouvelle ville de Diamniadio. Alors, on sait que le terminus avait d'ailleurs même été inauguré par l'ancien président Macky Sall. Mais cette nouvelle connexion en direction de l'aéroport n'est toujours pas effective. Est-ce que vous avez une idée sur le démarrage de cette nouvelle desserte? Bon, je pense que d'après le planning actuel, la nouvelle desserte Diamniadio à IBD, c'est-à-dire la phase 2 du train express régional, sera opérationnelle en 2025. Maintenant, on ne sait pas encore exactement vers quel mois, peut-être à la fin du premier semestre. On nous a annoncé plusieurs dates, on l'avait prévu pour décembre 2024, voilà qu'on s'achemine vers 2025. Est-ce que je ne sais pas si vous êtes dans le secret, mais est-ce que vous sauriez un peu ce qui est à l'origine de ce retard? Bon, j'estime peut-être que c'est dû à la signature de certains contrats. Il y a divers contrats. Il y a un qui concerne les systèmes qui a mis un peu de temps à se mettre en place. Peut-être que c'est dû à ça. Et on a initialement un projet de 14 gares. Là, il y a une qui s'y rajoute, une gare à Sébikotane. Ce n'était pas prévu, mais vu l'importance de Sébikotane, l'État a jugé utile de faire un avenant et d'incorporer une 15e gare. Peut-être que c'est dû à tout ça, mais en 2025, vers la fin du premier semestre, on estime que tout sera opérationnel. Alors, parlez-nous justement de votre contribution à ce projet. Ce projet, bon, nous faisons pas partie de la conception. Moi, j'étais en Afrique du Sud, chef de mission d'un projet pour PRASA, pour l'opérateur ferroviaire passager d'Afrique du Sud. L'entreprise française qui a gagné le contrat de la maîtrise, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage est venue me voir en Afrique du Sud pour faire un MOU et on a fait l'offre ensemble. On a gagné le marché. On est passé de 6 ingénieurs techniciens à 17-18 dans le contrat. Donc, dans le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, nous sommes sous-traitants de CISRA et nous jouons un rôle assez important dans ce projet. Donc, on est responsable de toutes les revues d'études, la plupart des revues d'études, de surveillance des travaux, supervision des travaux et réception des installations. Alors, je le disais tantôt à l'entame de cette interview, vous avez plusieurs cordes à votre arc puisque vous êtes également spécialiste en énergie et en télécommunications. Il y a un fait aujourd'hui inquiétant à l'origine de nombreux accidents, de nombreux drames. Ce sont tous ces incendies qui se déclarent dans nos marchés, dans nos hôpitaux, à cause de court-circuits et ou de branchements anarchiques. Je veux pas... comment, en tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez dire comment lutter contre ces fléaux?
Bon, il y a déjà le câblage qui laisse à désirer. Quand vous comparez un câblage chez nous et un câblage en Europe, c'est deux mondes différents. Les câbles sont enchevêtrés, sont mélangés, des câbles de toutes sortes. C'est dû à quoi que ce soit... C'est de la négligence. C'est de la négligence. Pourtant, on le voit dans plusieurs sociétés, plusieurs buildings et dans les marchés. Donc les fils sont enchevêtrés, pas ségrégés, donc ça peut être source de... Si je vous entends bien, le travail n'est pas bien fait. Non, il n'est pas bien fait, ou on raccorde après coup, on dit que c'est pas grave. C'est dû à quoi? Parce que finalement, ce sont des spécialistes qui doivent se livrer à un tel ouvrage. Il faut que ces spécialistes ou soi-disant spécialistes soient mieux formés pour faire un câblage correct, ségréguer les câbles, mettre en place des chemins de câbles adéquats. C'est pas malheureusement toujours le cas. On fait beaucoup de bricolage. Il y a aussi des mauvais serrages qui peuvent conduire à de fortes chaleurs et à des incendies. Il y a ces mauvais chemins de câbles dont j'ai parlé. Il y a aussi des problèmes. Par exemple, vous prenez un câble 2,5, vous connectez 1, 2, 3 boutiques, vous en connectez 20. Le câble n'est pas dimensionné pour autant de puissance. Il chauffe et ça crée un incendie. Donc il y a tous ces problèmes-là, on connecte de boutique en boutique, il n'y a pas de spécialistes. Peut-être qu'à l'avenir, ce serait bien que l'État puisse prendre le devant et dire qu'après chaque installation électrique, il faut que quelqu'un de compétent vienne avant qu'on ne mette sous tension. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui si jamais l'État voulait régler le problème? Cela veut dire qu'il faut déplacer les gens, il faut revoir toutes les installations électriques, notamment dans les marchés. Voir les types de câbles qui sont installés, les nombres de boutiques qui sont raccordés à un seul câble, etc. Alors, si on vous a invité aujourd'hui aussi, c'est parce que l'hivernage approche à grands pas et qu'à chaque année, son lot de victimes, malheureusement, emportées par la foudre, alors que des moyens de protection existent, il faut le dire. On peut parler des paratonnerres. Quelles installations faut-il pour se prémunir de cette foudre? Quelles sont, selon vous, les localités à prioriser? Merci pour cette question très pertinente. Nous avons d'ailleurs organisé un atelier le jeudi 6 avec un partenaire allemand sud-africain, DEN, qui est le leader mondial dans ce domaine. J'ai vu à mon retour au Sénégal que dans plusieurs projets que la connaissance fait défaut, l'installation des parafoudres ne suit pas ce qui est recommandé par la norme. Il y a une norme internationale, européenne et internationale, qui s'appelle la CEI 62305 ou EN 62305. C'est elle qui définit comment il faut faire pour avoir une bonne protection contre la foudre. Malheureusement, au Sénégal, ce n'est pas ça qu'on installe. Donc, on met un piquet au-dessus du bâtiment et on raccorde à la terre avec des câbles qui ne sont pas de bonne dimension et le tour est joué. Ça ne suffit pas pour une protection adéquate. Il faut d'abord faire une évaluation des risques par un spécialiste, voir est-ce qu'on est confronté, on doit faire une protection contre la foudre ou pas. Et il y a différentes classes. Le spécialiste va vous définir si vous êtes en classe 1, qui est la plus sévère, vous êtes le plus exposé, classe 2, classe 3, classe 4, où vous n'avez même pas besoin d'en faire une. Passer ça, on passe à la prochaine étape, l'étude technique. Il va définir les moyens qu'il faudra mettre en œuvre pour se protéger efficacement contre la foudre. Donc, voir le nombre de... Si un piquet, donc comment on appelle ça, un air termination system, donc un système de paratonnerre via une pointe de captage pour capter, mais généralement il ne suffit pas. Si c'est un grand bâtiment, il vous faut mettre des piquets. Bon, j'ai quelques images ici, malheureusement, vous avez ce bâtiment-là, vous avez plusieurs piquets et on met un ballon dans un logiciel et le ballon ne doit pas toucher la structure du bâtiment. S'il le touche, c'est que la conception n'est pas bonne. Malheureusement, ici au Sénégal, on a en règle générale un seul piquet et ça ne suffit pas. C'est dû à quoi? Parce que je me dis que dans les zones à risque où les populations sont menacées par la foudre et qu'elles ont identifié justement ce risque qui peut vraiment conduire à des drames, à la mort par électrocution, qu'est-ce qui empêche dès lors de mettre les bonnes installations? Est-ce que c'est une raison financière? Bon, je reviens d'abord à la ville, parce que même dans les villes, on est menacé, parce que dans les IGF, donc les immeubles de grande hauteur, c'est pas toujours bien, on n'est pas toujours bien protégé. Mais aux alentours, peut-être, bon, c'est pour cela que peut-être on est un peu protégé. Dans le monde rural, vu le nombre de villages, de hameaux qu'on a,
ça va être difficile. Il faudra que l'État change de paradigme. Nous avons rencontré le directeur de la protection civile. La conversation, l'échange a été très fructueux. Je pense qu'on va travailler à l'État, essayer d'appliquer cette norme, d'abord dans les villes, dans les immeubles de grande hauteur, mais la foudre ne touche pas que les immeubles de grande hauteur. Il peut toucher, comme dans cet exemple qu'on a montré jeudi, un immeuble qui est plus bas que l'autre. Ça dépend de l'angle de tombée de la foudre. C'est pas seulement quand on est en hauteur. En bas aussi, on doit avoir une mise à la terre qui est conforme. On doit avoir, bon, j'ai vu la plupart des bâtiments ici, si on met un système de paratonnerre, qu'on descende à terre, au sol, par un conducteur de descente, le conducteur est mal dimensionné. Il n'est pas bien dimensionné. La terre, on n'en fait pas souvent au Sénégal. Bon, il y a différents types de terre. Dans tout immeuble ou tout bâtiment, on doit avoir un ceinturage de terre avec un câble de cuivre de 50 mm à 1 mètre de l'extérieur du bâtiment qui est raccordé à ce paratonnerre pour que dès qu'il y a un coup de foudre direct, que ça puisse être dissipé en bas. C'est mal dimensionné généralement au Sénégal. On met des câbles de 25 mm, de 35 mm, alors que la norme exige minimum 50 mm pour un câble de cuivre pur. Si c'est un alliage, on va plus loin. On doit avoir 70 à 100 mm de section. Alors, c'est très technique tout ce que vous nous dites là, mais comment faire en sorte justement pour que cela cesse tout simplement, que les événements, que les éléments ne viennent pas mettre en péril la vie des populations? Est-ce qu'il faudrait il faudrait parler aux nouvelles autorités, il faudrait parler aux architectes, aux urbanistes? Dans quel domaine, et à quels experts faudrait-il parler justement pour enrayer ce phénomène? À tous ces gens-là, on a parlé à l'État, le ministre de l'Intérieur était représenté, la direction de la protection civile, des architectes, le ministre de l'urbanisme. Donc on est en train de discuter avec eux, voir comment améliorer, comment appliquer cette norme. Mais quand même aussi, cette communication ne doit pas faire peur aux gens. On ne dit pas qu'on n'est pas protégé, un coup de foudre peut tomber à chaque instant chez nous à Dakar ou à Thiès. Donc il faut qu'on change seulement de paradigme, qu'on améliore cette situation. Le monde rural dont je fais partie, je suis maire d'une commune rurale, on est en train de voir comment protéger. On ne peut pas protéger tous les sites. Ma seule commune a 41 villages et 127 hameaux. Donc pour protéger tous ces hameaux et les bêtes qui sont aussi sujettes à ce genre d'élocution ou de foudroiement, c'est difficile, mais on va voir avec l'État. On est prêt à leur faire un projet type d'un village, comment le protéger. Et en ville, c'est plus simple, peut-être revoir les choses et appliquer les exigences de la norme CEI 62305. Alors, je le disais tantôt, vous êtes un spécialiste du transport ferroviaire, on revient à cela, que cela soit au Kenya, en Algérie, au Rwanda, les chemins de fer d'Afrique, en tout cas, vous connaissez. Le rail, vous le déclarez dans une de vos interviews, c'est pour vous l'avenir de l'Afrique, si on veut développer et rationaliser les transports de masse. Justement, nos nouvelles autorités ont pour ambition de redynamiser le rail sénégalais. Comment doit s'opérer cette réhabilitation du ferroviaire, selon vous? Je pense qu'il faudrait faire d'abord un plan directeur ferroviaire. À mon retour au Sénégal en 2004-2005, on m'a approché pour me parler d'un plan stratégique fait par un seul expert. Un seul expert n'existe pas en ferroviaire. C'est une multitude d'experts qui vont travailler ensemble, qui donnent les besoins en transport, la voie, les systèmes, ainsi de suite. Donc ce serait bien, je leur ai recommandé de faire un plan directeur transport, comme le Maroc a fait un plan directeur pour les lignes à grande vitesse. Nous, on doit faire un plan stratégique pour savoir où est-ce qu'on va. On a répondu à des appels d'offres sur Tamba, Matam, pour évacuer les phosphates de Ndendori. Ça a été l'alerte montre. On avait gagné ce marché. Il y a la réhabilitation de Dakar-Tamba. Pour moi, c'est pas bien fait. Donc on ne peut pas, j'ai dit ça à la RTS, avec 18 milliards ou 30 milliards, réhabiliter la voie Dakar-Tamba. On a amené un partenaire qui est prêt à financer le tronçon Tamba-Kidira, qu'il faut complètement reprendre. Bon,
l'État, l'ancien directeur général des chemins de fer du Sénégal n'était pas partante. Et quand vous dites c'est pas bien fait, qu'est-ce que vous... Non, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. J'ai pris des photos et des vidéos. On ne peut pas avec 18 milliards réhabiliter la voie. Et vous avez surtout une voie unique où les trains se rencontrent. Vous n'avez pas de voie double. Donc il y a des voies d'évitement à faire. Les traverses, les ouvrages hydrauliques, je l'ai dit tantôt, sont mal dimensionnés. Il faut tout reprendre. Donc en hivernage, vous allez voir ce qui va se passer sur cette ligne. Il y aura l'eau ne pourra pas s'écouler et ça va détruire à nouveau la voie. Donc il faut avoir un bureau d'études qui vous fait une étude correcte, revoir les ouvrages d'art, revoir les ouvrages hydrauliques, et revoir la voie. Est-ce que vous en avez parlé On va rencontrer le nouveau DG. On pense qu'il y aura peut-être plus d'écoute de notre part. Nous sommes, à ma connaissance, le seul cabinet ouest-africain compétent dans ce domaine. On nous demande, on gagne des projets à Nairobi, en Afrique du Sud, au Rwanda, mais au Sénégal, malheureusement, on ne nous écoute pas. Alors, vous êtes également le maire de Guédé Village, une des communes les plus peuplées de la région de Podor. Un grenier économique au potentiel énorme, il faut le dire, en proie à un manque criant d'infrastructures, pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, sous-emploi chez les jeunes. Alors, aux dernières élections, vous avez proposé un contrat de mandature aux populations. Vous en êtes où? Vous avez rempli votre part du contrat. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps pour changer leur quotidien? On est sur la bonne voie. On a émis, comme vous l'avez dit, un contrat de mandature sur 5 ans dans lequel on avait proposé d'essayer d'attendre l'accès universel à l'eau à la fin de notre mandat. On est en train de modifier ce délai et de dire qu'en décembre 2025, on aura l'accès universel à l'eau dans cette commune qui est la plus peuplée du département de Podor. Et les potentialités, nous sommes la commune qui dispose de plus de terres arables non aménagées du département ou même de la région de Saint-Louis. Nous avons 4 cours d'eau. À ma connaissance, nous sommes aussi la seule commune qui a 4 cours d'eau. Qui est autant arrosée. Mais c'est très bien d'amener de l'eau, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'implantation de ces infrastructures. Vous en êtes où avec ça? Pour les écoles, on est en train de construire des classes. Nous-mêmes, la mairie, avec des partenaires européens, on aurait besoin d'un centre de santé parce que nous dépendons de l'hôpital de Ndioum. C'est assez distant. Nous sommes la commune la plus peuplée. On espère voir avec l'État dans quelles conditions on aura un centre de santé au moins pour ne pas aller à Ndioum ou à Podor. Vous êtes limité dans vos compétences. Oui, on ne peut pas nous-mêmes, la mairie, ériger un centre de santé. Il faudra que l'État nous y assiste. Bien, merci beaucoup en tout cas Monsieur Ba d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes ingénieur électrotechnicien spécialisé en télécommunications, énergie et systèmes ferroviaires. Vous êtes également le directeur général du cabinet d'ingénierie Access Technologies. Vous êtes maire de Guédé Village. Merci Madame Cissé. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Encore une fois, bon début de semaine à toutes et à tous. Si vous êtes à